Merci d'être à nouveau là ce soir au patronage donc pour une nouvelle conférence du cycle géopolitique. Ce soir, donc vous l'avez vu sur l'affiche, c'est un entretien, donc on va être sur un format un peu différent des conférences pour celles et ceux qui seraient habitués, où au lieu de juste vous faire le petit texte de d'habitude, je vais poser quelques questions afin de cadrer toute l'intervention de Monsieur Kahn. Monsieur Kahn qui est donc notre conférencier pour ce soir, qui nous fait l'honneur de venir et je l'en remercie. Monsieur Kahn, du coup, vous êtes professeur agrégé à Sciences Po, docteur en géographie, diplômé de géopolitique, agrégé d'histoire normalien, chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po, spécialiste des questions européennes et de la place et du rôle de l'État-nation au sein de celle-ci. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, puisque pour faire un petit rappel, une question d'introduction, on n'a pas choisi la date de cette conférence au hasard, puisque dans un peu plus de 2 semaines maintenant, nous serons donc le 24 février 2025, donc un triste anniversaire, puisque comme vous le savez, cette date viendra marquer donc la 3e année de la guerre en Ukraine, donc depuis l'invasion russe de 2022. Dans une conférence que vous avez donnée en mars dernier, donc si je ne m'abuse, à la Sorbonne, vous aviez décrit la situation en Ukraine comme, si je ne me trompe pas encore une fois, semblable à celle de la ligne de front en 1916, c'est-à-dire une ligne qui est figée, qui est bloqué, qui bouge peu, mais au prix de combats donc, meurtriers et quotidiens, comme nous le rappelle l'actualité. En un an, de nombreux événements sont venus transformer, ou sont encore en train de le faire, on l'a vu encore aujourd'hui, de transformer donc, la situation ukrainienne, l'élection de Donald Trump bien sûr, mais on pourrait citer également l'offensive de Koursk, un peu plus loin dans le temps si on remonte dans le passé, même si elle est toujours en cours, et les crispations de certains dirigeants européens, on y reviendra, sur l'envoi d'aide à l'Ukraine en général, mais aussi plus récemment avec les discussions sur les accords de paix. Du coup, ma question est un peu générale, mais c'est une question d'introduction. C'est à l'heure d'aujourd'hui, comment décririez-vous la situation ukrainienne ? Bonjour et merci de votre accueil. Alors, comment est-ce que je décrirais la situation ? Eh ben, c'est pas terrible. Bon, évidemment, alors disons, on peut dire qu'on peut répondre à votre question. Alors, en ce qui me concerne, je suis en mesure de répondre à votre question en me mettant de 2 points de vue. Alors, surtout le point de vue des Européens, puisque, comme vous l'avez rappelé, c'est ma spécialité. C'est comme ça qu'on dit maintenant. On est des spécialistes. Et puis, un petit peu également du point de vue de l'Ukraine ou des Ukrainiens, de manière encore plus humble, on va dire, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Ukraine, mais dans la mesure où il y a des liens assez forts depuis 10 ans, au moins, voire depuis la révolution orange entre l'Ukraine et l'Union européenne, il y a une convergence entre le point de vue, au moins, du gouvernement ukrainien et le point de vue des Européens. Alors, on va peut-être d'abord commencer par ce qu'on peut dire du point de vue des Ukrainiens. Alors, du point de vue des Ukrainiens, du moins, pour ce que j'en comprends, et encore une fois, peut-être certains parmi vous sont-ils très bons connaisseurs de la société ukrainienne ou du point de vue ukrainien. Donc, pour ce que j'en comprends, il y a plusieurs choses. Bon, éventuellement, je peux vous dire à quels auteurs je pense pour alimenter la réponse que je suis en train de vous faire. Alors, d'abord, effectivement, ce fameux front figé, il est toujours figé, voilà. Donc on a un front figé depuis l'hiver 2022, en fait. Ça n'a pas... ça évolue, mais de manière extrêmement marginale. Voilà. Alors, il y a une revue électronique qui s'appelle Le Grand Continent, par exemple, qui a fait un petit calcul. Au rythme des gains territoriaux de l'armée russe en 2024, il faudrait 88 ans pour que la Russie conquiert la totalité de l'Ukraine. D'accord. Voilà, c'est pour ça que, on va dire, c'est l'épaisseur du trait. Enfin, évidemment, c'est un peu gênant de dire c'est l'épaisseur du trait s'agissant d'un conflit très meurtrier, mais donc ça évolue très peu. Alors, vous avez fait allusion au fait que à l'été 2024, l'armée ukrainienne, de façon très inattendue, a fait une incursion au-delà
de la frontière qu'elle a avec la Russie, on va dire au nord-est, dans la région de Koursk. Ils ont pris 1000 km² à peu près. Donc c'est vraiment tout petit, 1000 km², surtout à l'échelle de la Russie. Mais c'était pour, on va dire un peu, pour impressionner, que les gens arrêtent de ronronner, parce qu'au bout d'un moment, on s'installait tous dans une espèce de routine, entre guillemets. Et là aussi, c'est un peu le même ratio, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans cette, on va appeler ça une poche, l'armée russe a repris 450 km² sur les 1000 km². Donc il y a toujours une toute petite zone de territoire russe occupée par l'armée ukrainienne, mais qui est évidemment en superficie bien moins importante que le territoire ukrainien occupé par l'armée russe, puisque celui-ci correspond à environ, on va dire, 20% du territoire ukrainien, voilà, y compris la Crimée. La Crimée, vous vous souvenez, a été annexée en 2014 à la fois sans coup férir et en, comment dire, de manière unilatérale, c'est comme ça qu'on dit, par la Russie. Bon, au même moment, l'armée russe a commencé à, sinon occuper directement, à fomenter une sécession dans ce qu'on appelle le Donbass, qui est donc la grande région industrielle de l'Est de l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, il y a la Crimée, et puis une partie de l'Est de l'Ukraine qui est occupée par l'armée russe. Donc, grosso modo, si vous avez un peu en tête la carte de l'Ukraine, vous voyez une grande bande de territoire qui borde la mer d'Azov, donc grosso modo du Donbass, on va dire, qui est à peu près au milieu de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Puis vous longez la mer d'Azov, donc vous descendez sur le sud-est et vous arrivez à l'embouchure du Dniepr. Donc là, vous êtes sur la rive droite du Dniepr, et voilà, et là vous avez comme ça une espèce de grande bande de territoire qui est occupée par la Russie, en plus de la Crimée. Et on en est là, et grosso modo, ça ne bouge pas beaucoup. Alors, ça, c'est le premier élément de réponse sur le point de vue ukrainien. Enfin, vous me dites si je suis trop long. Non, vous inquiétez pas. Deuxième élément de réponse, alors ça, c'est souvent les journalistes qui couvrent le conflit, je trouve assez bien d'ailleurs, que ce soit la presse française, ou la presse américaine, ou la presse anglaise. Il y a des journaux qui continuent à envoyer des reporters sur le front, dans le pays, même parfois qui essayent de faire des reportages en Russie aussi. Mais donc, ce qui nous est ramené de là-bas, plus ce que disent mes collègues qui sont spécialistes soit de l'Ukraine, soit de la Russie, comme Anna Colin-Lebedev par exemple, ou comme Marie Mondras, ou Sergueï Medvedev. Bon, ils disent qu'ils constatent, premièrement, qu'il n'y a toujours pas de mobilisation générale en Ukraine. Et en particulier, qu'il n'y a toujours pas d'ordre de mobilisation des personnes de moins de 25 ans. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? D'une part, il y a une volonté du gouvernement ukrainien ou de la classe politique ukrainienne de ne pas sacrifier sa jeunesse. Mais c'est aussi que ça correspond à une demande sociale. C'est-à-dire que de plus en plus, on fait l'hypothèse que en fait, la société ukrainienne, qui par ailleurs tout à fait à l'ouest de l'Ukraine, vit entre guillemets, j'aime pas employer cet adjectif, mais bon, enfin cet adverbe, vit à peu près normalement, voilà. Eh bien, il semblerait que si le sentiment patriotique est toujours très fort, de ce que je comprends, moi je ne suis pas spécialiste, de ce que je comprends, donc là je vous restitue ce que je comprends dans mes lectures et mes conversations. Le sentiment patriotique est toujours très fort, mais pour autant, il n'y a pas une volonté unanime d'être prêt à se sacrifier pour aller sur le front. Mais en même temps, il y a bien une volonté du gouvernement de ne pas sacrifier sa jeunesse. Et donc voilà. Bon, alors,
une fois que je vous ai dit ça, on peut l'interpréter diversement, comme est-ce que les Ukrainiens sont vraiment prêts à faire un effort monumental pour renverser la table, ou bien au contraire, ça c'est beaucoup ce que dit le gouvernement ukrainien, ou bien au contraire, le gouvernement ukrainien ou sa classe politique de manière générale et son état-major sont économes des ressources humaines. Hein, l'Ukraine c'est 40 millions d'habitants, enfin c'était 40 millions d'habitants. La Russie, c'est 140 millions d'habitants. Le gouvernement russe, lui, à l'inverse, n'est pas du tout économe de ses ressources humaines. Donc, les spécialistes vous expliquent qu'ils utilisent leur population vraiment comme une ressource humaine au sens le plus trivial et le plus strict du mot. Donc, ils envoient les gens au front, enfin, ils envoient des Russes au front sans compter. Et les spécialistes comment dit-on, de sciences militaires, entre guillemets, disent qu'il y aurait 1000 morts par semaine côté russe, quoi. Donc c'est un truc... voilà. Là, on est vraiment dans quelque chose qui fait penser ou qu'on peut essayer de penser, enfin, de comprendre à l'aide de la guerre de 14-18. Vous voyez, bon. Alors que les Ukrainiens, ils ne sont pas dans cette optique-là. Et le gouvernement dit, on va d'autant moins être dans cette démarche que les 50 pays qui nous aident et qu'on remercie beaucoup nous aident d'une manière qui nous permet de résister, mais pas de faire la différence. Ça, c'est ce que disent les Ukrainiens. Ces chiffres venaient de quelle source ? Les chiffres sur les morts, sur les décès Non, mais vous avez raison de poser. Vous voulez dire une propagande ukrainienne ? Il semblerait que non. Je sais pas, je pense par exemple à... Oui, non, mais je pense par exemple, j'ai un collègue qui s'appelle Philippe, attendez, son nom de famille c'est Martin, j'ai oublié son prénom, qui travaille à l'IFRI là-dessus. Vous avez Olivier Schmitt, qui maintenant travaille à l'Institut, qui est chercheur, et depuis le mois de septembre, qui est à l'Institut royal de géostratégie du Danemark. Vous avez l'Institut de Kiel qui fait... Ah, vous voulez que je vous dise comment c'est calculé ? Non, la source ils font des recoupements, c'est-à-dire ils prennent à la fois les... Non, mais vous avez raison. Ils prennent à la fois les chiffres qui sont donnés par les gouvernements ukrainiens et russes. Ils leur affectent un coefficient parce que, disons, de par leurs études, puisqu'ils sont spécialistes de polémologie, ils estiment que les gouvernements ont toujours tendance à minimiser le nombre de morts et d'estropiés. Par ailleurs, ils font aussi, ils ont des échantillons par rapport à soit des entretiens qu'ils ont pu faire, soit à des journalistes qui ont ramené des chiffres sur des unités de guerre très localisées. Et puis à partir de là, ils font leurs calculs que je ne suis pas en mesure de vous dire avec quel mode de calcul ils arrivent à ce chiffre, mais c'est un peu ce genre de choses qu'ils ont c'est avec ce genre de méthode que moi je ne connais pas précisément parce que c'est pas mon terrain, si vous voulez. Voilà. Mais donc aujourd'hui, on aurait tendance, disons, on va dire comme ça, les chiffres qui circulent entre guillemets dans la communauté académique, c'est qu'il y aurait entre 80 et 120 000 morts côté ukrainien. Certains disent jusqu'à 200 000 depuis le début du conflit. Il y en aurait 3 fois plus côté russe. Donc ça peut aller jusqu'à 400 000, 500 000. Et puis, il y a aussi, en général, ce que font mes collègues spécialistes des combats, c'est qu'ils multiplient par 3 pour avoir le nombre d'estropiés, c'est-à-dire de gens qui sont mis hors de combat. Mais c'est pas genre ils ont la grippe et puis ils vont revenir 3 semaines plus tard, quoi. Ils sont vraiment mis hors course. Voilà. Donc du coup, les Coréens, ils sont là les chiffres que j'ai pu lire, c'est qu'ils sont
ils sont 10-12 000 soldats nord-coréens envoyés par le régime coréen. Et la mortalité est, disons, identique à celle des soldats russes, c'est-à-dire qu'on les envoie au front sans ménagement. Voilà. Donc il y aurait, donc tout ça est au conditionnel, mais il y aurait, si on additionne les soldats morts au combat et les soldats sortis du combat estropiés, il y aurait en tout 1 200 000 on va dire, individus concernés, et grosso modo avec 3 fois plus de morts russes que ukrainiens, et 1,5 fois plus de blessés russes que ukrainiens. Voilà. Hein, bon. Donc évidemment, du point de vue de la société ukrainienne et du point de vue du gouvernement ukrainien, puisque c'est quand même un régime démocratique, c'est effectivement un facteur très important à prendre en compte dans... Voilà, ce que disent mes collègues spécialistes de la Russie, c'est que le gouvernement russe, ce n'est pas un élément susceptible de modérer son ardeur, de modérer l'ardeur de son entreprise, alors que côté ukrainien, ça l'est. Et puis enfin, côté ukrainien, il ne faut pas oublier qu'il y aurait, bon, je vous ai dit au départ, il y a 40 millions d'habitants au début du conflit. Aujourd'hui, il y aurait entre 10 et 15% d'Ukrainiens qui auraient quitté l'Ukraine, surtout des femmes et des enfants. Hein, voilà. Bon. Donc, tout ça pour dire que, du point de vue ukrainien, il y a à la fois une affirmation très forte qu'il n'est pas question, parce que ça serait très injuste, d'arrêter cette guerre et de la perdre, c'est-à-dire de céder des gains territoriaux à la Russie. Et en même temps, il y a ce qu'on pourrait appeler un espèce de constat objectif qu'il y a une forme de fatigue. Voilà, on pourrait dire comme ça. Il y a une fatigue physique, comme si les Ukrainiens peut-être atteignaient un peu des limites physiques, quand bien même, du point de vue, je ne sais pas comment l'appeler, psychologique ou moral, ce n'est pas le cas. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Ukrainiens disent aux 50 pays qui les aident, hein, donc grosso modo tous les pays de l'OCDE, plus 2-3 pays africains, et donc dans les pays de l'OCDE, vous avez également le Mexique, l'Argentine, hein, c'est pas que l'UE plus... c'est pas que les pays de l'OTAN, hein, c'est ce qu'on appelle le format Rammstein, puisqu'ils se réunissent régulièrement, tous les pays qui aident l'Ukraine se réunissent régulièrement dans une base militaire américaine en Allemagne, à Rammstein, donc on appelle ça le format Rammstein. Et donc le gouvernement ukrainien dit régulièrement donnez-nous plus d'armes ou d'armement et autorisez-nous à l'utiliser davantage, et à ce moment-là, on y arrivera. Voilà, c'est un peu comme ça, enfin, de ce que je comprends, parce que moi je ne suis pas spécialiste de l'Ukraine, c'est un peu comme ça que les Ukrainiens se racontent leurs difficultés, leurs limites. Voilà. Bon. Alors ça, c'est... Et alors maintenant, du point de vue des Européens, qui est le point de vue sur lequel je connais le plus, parce que c'est celui-là que j'étudie, du point de vue des Européens, moi, ce qui me frappe, c'est que, ça va donc faire 3 ans, vous l'avez rappelé, il n'y a pas de fléchissement du soutien de l'opinion publique européenne, dans son ensemble, à la politique européenne de soutien à l'Ukraine. Voilà. Et ça, bon, ça c'est quelque chose... bon, j'avais fait une petite étude pour les 2 ans. Bon, là, je n'ai pas refait une étude, entre guillemets, un peu systématique, mais en regardant les données des eurobaromètres, des enquêtes d'opinion, etc., ça ne change pas. Donc c'est très intéressant. C'est d'autant plus intéressant que, comme toujours s'agissant de l'Union européenne, vous avez quand même, disons, une opinion, une petite musique un peu dominante chez les commentateurs, en particulier chez les journalistes, en particulier en France, pour dire ça ne va pas durer éternellement, les Européens vont se diviser, le soutien va chuter ou va fléchir. Et en fait, non. Petit 1,
le soutien dans les opinions publiques ne fléchit pas. Alors, ça, y compris dans ces nuances. C'est-à-dire que si on regarde l'opinion publique européenne dans son ensemble, le soutien ne fléchit pas. Mais bien sûr, dans son ensemble, après, il y a des variations. Voilà, je sais pas, c'est comme si vous faites un sondage d'opinion en France sur, qu'est-ce que je pourrais dire, moi, enfin, j'en sais rien. Une question quelconque, la popularité du Premier ministre, on va vous donner un pourcentage, et puis après, dans le détail, on va vous dire catégorie sociale par catégorie sociale, sur l'axe droite-gauche. Voilà, en Europe, c'est pareil. Alors en Europe, en général, on a toujours deux grandes variables, une variable par pays, et puis après, là aussi, une variable soit politique sur l'axe. Enfin, on prend les partis politiques. Voilà, on prend les grandes familles politiques telles qu'elles sont représentées, enfin, telles qu'elles existent au Parlement européen. Voilà. Donc, il y a des pays où ce soutien est surreprésenté, et c'est les mêmes. Ça ne varie pas beaucoup depuis février 2022. C'est constant, ça ne bouge pas trop. Il y a des pays où ce soutien est sous-représenté par rapport à la moyenne, et c'est pareil, c'est à peu près les mêmes, ça ne change pas beaucoup. Donc du coup, dans l'ensemble, tous ces pays sont des régimes parlementaires, on n'est pas surpris de voir que ça correspond peu ou prou, là aussi avec des variations, opposition des gouvernements. Voilà. J'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mystère. Vous voyez, tout ça est assez simple. Enfin voilà, c'est des démocraties parlementaires. Donc, mais dans l'ensemble, le soutien ne fléchit pas. Voilà. Et alors, s'agissant, puisque vous l'avez évoqué, de ce qu'on pourrait appeler la politique elle-même, la politique ukrainienne de l'Europe. Alors quand je dis de l'Europe, c'est de l'Union européenne, c'est-à-dire tous les États membres en tant qui font des choses ensemble, et séparément. C'est pareil, ça n'a pas changé. C'est-à-dire là, les Européens viennent de voter au dernier Conseil européen. Le Conseil européen, donc c'est les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent quand ça leur chante, mais au moins une fois par trimestre. Là, ils se sont réunis le 27 janvier sur les questions de sécurité et de défense. Ils ont même invité le Premier ministre britannique. Et ils ont dit, pas de problème, on confirme, parce que légalement, il faut le confirmer tous les 6 mois, on confirme notre aide militaire à l'Ukraine, plus l'aide, plus toutes les formes d'aide, et on est d'accord pour voter un 16e train de sanctions contre la Russie, là, au mois de février. Donc, si vous voulez, on en est au 16e train de sanctions. Et on peut toujours se raconter ce qu'on veut, parce qu'il faut vendre du papier, et que c'est quand même plus attrayant si un peu comme dans une série, si on peut imaginer qu'un pays va mettre son veto, on peut toujours raconter ce qu'on veut, mais pour l'instant, ça va faire 3 ans, et c'est jamais arrivé qu'un pays mette son veto. Puisqu'on est dans un des rares domaines où il y a encore la possibilité pour un pays de mettre son veto. Donc même Viktor Orban, qui est toujours qui fait du chantage au veto, il fait du chantage au veto, mais il ne met jamais son veto. Voilà. Donc les Européens voix unie, ou en tout cas ont un mouvement commun vers le soutien. C'est-à-dire, si on regarde les politiques publiques, les faits, les décisions, vous avez un continuum. Ça a commencé, ils se sont réunis dans la nuit du 22... Enfin, ils se sont réunis le 23 février... pardon, c'était le 24. Donc, ils se sont réunis tout de suite dans la journée... Vous vous rappelez, c'était à l'heure européenne, c'était dans la nuit du 22 au 23 février. Pardon, c'était dans la nuit du 21 au 22... excusez-moi, c'était dans la nuit du 23 au 24 février. Donc les chefs d'État et de gouvernement s'étaient réunis le 24 février dans la journée. Et crac, ils avaient pris tout de suite leur première décision en termes de sanctions de la Russie et en termes d'engagement à aider l'Ukraine. Et depuis, à intervalles réguliers, ils confirment et ils approfondissent. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des débats. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des débats qu'à la fin, ils débattent entre eux. Est-ce qu'on le fait comme ci? Est-ce qu'on le fait comme ça? Est-ce qu'on le fait pour 6 mois? Est-ce qu'on le fait pour 4 ans? Est-ce qu'on donne tant? Est-ce qu'on prélève ceci? Est-ce qu'on autorise? Est-ce qu'on donne des chars très très puissants? Si on donne des chars très puissants, est-ce qu'on autorise à ce qu'ils franchissent les frontières? Est-ce qu'on donne des avions? Enfin voilà, ils ont des débats comme dans n'importe quel régime démocratique, ou parlementaire en tous les cas.
Mais et si on regarde les faits, ben voilà, ça fait 3 ans qu'il y a toujours les mêmes décisions. On aide l'Ukraine et on sanctionne la Russie. Alors, le gouvernement ukrainien dit ben, c'est dommage que vous ne le fassiez pas plus vite, que vous ne le fassiez pas plus. Voilà. Mais c'est comme ça. Alors maintenant, si on regarde les forces politiques, eh ben, les forces politiques, c'est assez intéressant parce que, bon, enfin ça, vous le savez déjà, parce que c'est pas du tout nouveau, on a vu ça dès le mois de février-mars 2022, les forces politiques qui étaient traditionnellement, on va dire, pro-russes, alors soit, enfin comment on pourrait dire, soit par anti-américanisme, soit par détestation de l'OTAN, soit par détestation de l'UE, soit par fascination pour l'homme fort et le régime autoritaire, soit par amour d'une Russie soi-disant éternelle, et qui donc depuis 2014 disait il faut reconnaître l'annexion de la Crimée, il faut comprendre le point de vue russe, etc. Bon, alors donc, pour dire les choses rapidement, mais ça se voit très très bien, enfin schématiquement, pas rapidement, mais schématiquement, c'est-à-dire les forces de gauche radicale et extrême et les forces de droite radicale et extrême, qu'on voit très bien au Parlement européen, mais qu'on retrouve dans tous les pays, à l'exception de la droite radicale polonaise, eh bien, qui étaient donc ces deux grandes familles politiques étaient, pour aller vite, très très complaisantes avec Poutine depuis 2014. En 2022, avec l'invasion, le sont devenus beaucoup moins. Voilà. Et comme au Parlement européen, on vote, le Parlement est amené à se prononcer lui aussi régulièrement sur la reconduction de l'aide et des sanctions, eh ben, on peut voir que, voilà, maintenant la nuance, c'est que les forces en question disent bon, l'aide militaire quand même, c'est pas bien parce que ça alimente la guerre. Et nous, on est pour la paix. Voilà. Bon, ça rappelle un peu la guerre froide. Hein. On se rappelle tous qu'au moment de au moment de la guerre froide, qui était pour la paix et donc disait il faut surtout pas, il faut dépenser zéro en dépenses militaires, mais il faut quand même aider les Ukrainiens, etc., etc. Bon, voilà. Mais donc du coup, sauf depuis quelques mois en Allemagne, enfin là je vous parle encore une fois des forces politiques qui font des scores significatifs, vous n'avez plus vraiment, même du côté des droites radicales et extrêmes, et des gauches radicales, encore une fois, sauf en Allemagne depuis quelques mois, vous n'avez pas vraiment de partis qui font un score significatif dans leur pays ou au Parlement européen pour se prononcer contre la politique de sanctions et contre la politique de soutien à l'Ukraine. Donc voilà, alors on en est là. Donc du coup, maintenant, la grande question qui est posée aux Européens, et qu'ils se posent depuis le 4 novembre 2024, c'est-à-dire depuis la victoire de Trump à l'élection américaine, c'est si jamais, parce que c'était comme ça qu'on se posait la question en novembre, décembre, janvier jusqu'au 20 janvier, si jamais les Américains arrêtent d'aider l'Ukraine, comment on fait évoluer la posture est-ce que les Européens peuvent le faire seuls ou pas? Voilà. Alors, vous avez commencé à avoir des débats, y compris avec des diplomates. Bon, que les diplomates se croient très malins, c'est normal, c'est des diplomates. Mais même dans la sphère académique, j'ai des collègues qui se croyaient très malins en disant on va anticiper que Trump va chercher à négocier quelque chose, donc on devrait lui couper l'herbe sous le pied en proposant aux Ukrainiens et aux Russes tout de suite de négocier. Bon, voilà. Bon, alors finalement, tout ça a volé en éclats parce que Trump ne fait pas du tout ce qu'on imaginait qu'il ferait. Hein, ça ne vous a pas échappé que Trump fait, là, depuis qu'il est là, il coupe l'aide civile, mais il ne coupe pas l'aide militaire, pour l'instant. Et en échange de l'aide militaire, enfin en échange de la poursuite de l'aide militaire, il demande à ce que ça soit les entreprises américaines qui exploitent les terres rares du Donbass et qui, en tout cas, en soient bénéficiaires. Et donc là, si on fait un raisonnement logique, ça suppose donc que le Donbass revienne à l'Ukraine, hein, parce que les terres rares, voilà. Donc bon, enfin, voilà. Donc pour l'instant, enfin, je dis bien pour l'instant, parce qu'avec Trump, hein, on l'a tous remarqué, c'est sa marque de fabrique, c'est surtout je serai là où vous m'attendez pas.
de manière à déstabiliser tout le monde et à pouvoir avancer. Dans l'état actuel des choses, sauf erreur de ma part, l'administration américaine a coupé l'aide civile, ce qui est quand même très embêtant, hein, parce que voilà. Mais pas encore l'aide militaire. Et puis il pousse pour qu'il y ait des négociations. Et il a laissé entendre que si à un moment donné, enfin dans ses 150 tweets, etc., que si jamais Poutine refusait les négociations, eh ben, il prendrait des sanctions contre Poutine. Donc en gros, on ne sait absolument pas ce qui va se passer demain du côté de la politique américaine. Mais donc au jour le jour, voilà, on voit ça. Pour l'instant, les Américains continuent de soutenir militairement l'Ukraine. Alors, et les Européens donc sont là à se dire comment on peut faire dans cette situation où on ne sait pas ce que les Américains feront demain, et est-ce que nous-mêmes on est en mesure de continuer à le faire quoi qu'il arrive. Puis par ailleurs, les Européens, ils ont toujours dit, hein, ils avaient un but, un objectif très clair, qui était intégrité territoriale de l'Ukraine. Voilà, ça c'est l'objectif de la politique européenne. Et ils ont toujours ajouté, on fera comme les Ukrainiens disent. Donc si à un moment donné le gouvernement ukrainien dit, nous maintenant, pour une raison X, Y ou Z, on propose aux Russes de négocier, les Européens disent, ah ben d'accord, c'est vous qui décidez. Voilà. Bon, alors là, comme maintenant, ça ne vous a pas échappé, les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien vient de faire à la Russie des propositions de négociation, du coup les Européens sont là à dire, bah, en gros tous les paramètres sont en train de changer. Mais si on arrête à la date, mettons, du 1er février, eh bien, les Européens continuent d'aider de façon très substantielle l'Ukraine, tant sur le plan civil que sur le plan budgétaire que sur le plan militaire. Enfin, sur le plan militaire en donnant des armes. Hein. Les Européens, comme vous le savez, n'envoient pas de soldats. Bon, il y a sûrement quelques forces spéciales qui, comme toujours, sont clandestines, comme leur nom l'indique. Et il faut savoir que de février 2022 au 20 janvier 2025, l'aide cumulée des Européens, donc civile et militaire, est équivalente à l'aide cumulée apportée par les États-Unis. Hein. Donc là aussi, il faut... Alors c'est intéressant, voilà. C'est cette question du montant, du volume d'aide. Ça permet de rebondir sur le deuxième point, où... alors comme vous l'avez très bien rappelé, il y a une volonté de suivre un peu la position ukrainienne. Et dans le même temps, on a, donc, je regarde mes notes, hein, mais on avait donc, dans un discours devant les députés européens, Ursula von der Leyen, qui disait que le destin de l'Europe était en jeu. On a eu, vous parliez d'une petite musique dans l'opinion publique, mais avec, bon, évidemment, il y avait eu la déclaration d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes, mais de manière un peu moins dramatique, même si le mot n'est pas juste. Il y avait aussi régulièrement les questions sur la guerre hybride, hein, donc avec notamment en mer Baltique où ça s'agite beaucoup sur ces derniers mois. Et donc il y avait un narratif qui insistait sur le retour de la guerre en Europe, en quelque sorte. Et donc vous parliez des eurobaromètres, alors j'en ai quelques-uns. On a donc c'est l'automne 2024, hein, pour vous donner une temporalité. On avait donc 31% des sondés qui considéraient la guerre en Ukraine comme la question prioritaire à laquelle devait faire face l'Union européenne, 76% qui considéraient l'invasion russe comme une menace sécuritaire pour l'Union. Et si vous voulez, moi, la question qui me posait, alors c'est un titre qu'on a vu dans beaucoup de journaux, mais c'est est-ce que l'Europe est-elle en guerre, ou est-ce que simplement, avec d'énormes guillemets, il y a la guerre en Europe ? Oui, c'est une très bonne question. La guerre, elle est en Ukraine, quoi. Ceux qui sont en guerre, c'est les Ukrainiens, très clairement. Enfin, ceux qui se défendent militairement, c'est les Ukrainiens, c'est pas les Européens. Voilà. Donc les Européens, ils ont une politique vis-à-vis de ce conflit où ils soutiennent les Ukrainiens, mais on peut bien entendu. Enfin, je crois que ça serait. Il n'y a pas de raison de dire que les Européens sont en guerre. D'abord, ils ont déclaré la guerre à personne, et personne ne leur a déclaré la guerre. Et
il n'y a aucun envoi de troupes, enfin, je veux dire, et même du point de vue comment dire, on peut même pas dire, enfin, si j'ose dire, c'est facile à dire, mais disons, la production économique n'est pas particulièrement tournée vers l'aide militaire aux Ukrainiens. C'est ça. C'est que parfois, on entend parler d'économie de guerre ou de mise en place d'une économie de Oui. guerre. On a des investissements dans le secteur de la défense, mais on n'est pas, on est même loin d'être vraiment sur une économie qui sera proprement parler une économie de guerre. Mais sur cette question, même si en effet, voilà, donc l'Europe en tant que telle n'est pas en guerre, il y a un effet sur l'Europe. Et il y avait une distinction que vous avez fait dans cette conférence en mai, donc de distinguer l'effet de la guerre sur l'Europe en tant qu'institution, sur sa construction, et aussi, donc, même si vous l'aviez un peu abordé plus tôt, sur l'opinion publique, sur la population, éventuellement dans une optique plus relationnelle des États, enfin, des relations entre États membres. Si l'Union européenne n'est pas en guerre, comme vous l'avez très bien dit, comment est-ce que ça impacte sa construction ? Il y a la célèbre phrase de Jean Monnet, donc l'Europe se fera dans les crises et quelle sera la somme des réponses apportées à ces crises. Là, on est face à une crise très clairement. Qu'est-ce que ça fait à l'Europe, justement, pour reprendre les mots de Jean Monnet ? Il me semble que ce que ça fait à l'Europe, c'est que ça la soude. Voilà, c'est-à-dire que il y a un sentiment dominant commun au sein des Européens. Il n'est pas unanime, mais il est dominant que le régime, enfin que l'État russe actuel est une menace. Voilà. Et deuxièmement, que l'État russe et peut-être la société russe ont une manière de voir le monde et les relations sociales et les relations entre pays qui est très différente, pour ne pas dire antagoniste, de celle qui est en cours chez les Européens. Voilà. Donc ça, je crois que c'est... Enfin, moi, c'est ça qui me semble qu'on peut répondre ça à votre question. Alors, pour prendre un indice sur ce sentiment de menace, la Finlande et la Suède ont demandé à adhérer à l'OTAN très rapidement après l'invasion. Alors la Finlande, vous me direz, elle a 1300 km, à peu près 1350 km de frontières communes avec la Russie. Bon, en tout cas, ils ont considéré qu'ils étaient du coup vraiment menacés. Et voilà. Et la Suède, c'était un État neutre, c'est-à-dire qui n'appartenait à aucune alliance militaire depuis 250 ans. Donc c'est vraiment un énorme changement pour les Suédois. Puis, voilà, donc ils en ont débattu entre eux. Et il y a la décision, enfin la candidature de la Suède à l'OTAN présentée par le gouvernement était très majoritairement soutenue par les Suédois. Et pour eux, c'est vraiment un énorme changement. Ils mettent fin à 250 ans de positionnement diplomatico-militaire, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'armée. Ils avaient une armée. D'ailleurs, depuis 2016, le gouvernement distribuait des flyers en disant, voilà, en cas de catastrophe naturelle ou d'invasion, voilà les endroits où se réunir. Il faut bien que vous ayez chez vous de quoi tenir 15 jours en denrées sèches, en eau, voilà les abris anti-atomiques. Enfin bon, il y a eu la même chose en Estonie et en Lettonie. Donc il y a un certain nombre de pays, si vous voulez. La Suède a rétabli le service militaire en 2016, par exemple. Voilà, donc c'est pas parce qu'un pays est neutre qu'il n'a pas de politique de défense. Tout à fait. Voilà, mais donc c'est un énorme. Donc vous voyez, c'est un énorme changement. Par ailleurs, rappelons au passage que dans le traité de l'Union européenne, l'Union européenne, c'est un traité international, juridiquement parlant, mais c'est l'équivalent pour l'Union européenne d'une constitution pour un État membre. Vous avez quand même l'article 47.2 qui dit très explicitement que si le territoire d'un État membre est envahi ou agressé, tous les autres lui doivent assistance dans la mesure de leurs moyens. C'est dans l'UE, ça. C'est pas l'OTAN, c'est l'UE. Donc, d'une certaine manière,
l'UE est une alliance, alors c'est pas une alliance militaire, parce qu'après tout, on pourrait dire qu'un pays, un pays peut se porter au secours d'un pays agressé par d'autres moyens que militaires. Mais en tous les cas, ça veut clairement dire, si un pays est agressé, attaqué ou envahi, tous les autres doivent le défendre. Ça, c'est l'UE. Hein, donc même les pays qui ne sont pas dans l'OTAN, puisqu'aujourd'hui il reste quoi? Il reste l'Autriche, Malte et l'Irlande. Il reste 3 pays neutres dans l'UE qui ne sont pas dans l'OTAN. Même ces pays-là, ils se sont engagés à l'avance à porter assistance mettons, à l'Estonie ou à la Finlande si l'armée russe y venait. Donc, par rapport à votre question, très clairement, il y a un sentiment commun majoritaire chez les Européens, alors à la fois dans les opinions publiques, vous l'avez rappelé, mais ça se voit aussi dans les parlements nationaux, dans les majorités parlementaires, donc au niveau des gouvernements, pour considérer que face à ce qui est perçu majoritairement comme une menace, on y fera mieux face ensemble que séparément. Voilà. Bon, donc, alors maintenant, de manière un petit peu plus, comment on pourrait dire, un peu plus concrète, eh bien, les Européens développent de nouveaux instruments. Alors, c'est très long, parce que de nouveaux instruments de politique de défense. Voilà. Alors ça, c'est très lent, parce que depuis le début, c'est le point dur de la construction européenne, la défense. Bon, pour des raisons qui s'expliquent très bien, parce que, comme l'a dit Charles Tilly dans son gros bouquin sur la genèse de l'État en Europe du Xe siècle au XXe siècle, en Europe, la guerre a fait l'État et l'État a fait la guerre. Donc, si vous voulez, on pourrait dire comme ça, de manière un peu rapide et imagée, ou schématique en tout cas, que la défense, alors quand je dis la défense, c'est l'industrie de défense, c'est l'armée, c'est l'administration de la défense. Et imaginairement, comme ça, la manière dont on se figure la défense de son territoire et de la patrie, c'est sûrement, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, le dernier endroit le plus intense en termes de souveraineté nationale et surtout de souveraineté étatique. Voilà, c'est-à-dire que, pour le dire, alors là c'est pas schématique, c'est vraiment une image journalistique qui vaut ce qu'elle vaut. À chaque fois que les gouvernements français, puisque c'est le cas depuis une quarantaine d'années, disent faisons une défense européenne, tous les autres regardent le gouvernement en question en rigolant, en disant oui, on a compris. Tu veux nous vendre tes Rafales. Voilà. Bon. Donc, et à chaque fois qu'il y a des tentatives de faire avec l'aviation, de faire avec l'industrie de défense la même chose qui a été faite avec l'aviation civile, avec Airbus, là, tout de suite, c'est le chantage à l'emploi, mais vous ne vous rendez pas compte. Il faut voir, aux États-Unis, vous avez, sauf erreur de ma part, vous avez 4 types d'avions de chasse pour les États-Unis. En Europe, vous en avez 19. D'accord ? Par exemple, on parlait de la Suède, le fameux, un des avions de chasse les plus populaires au monde, petit avion de chasse de poche, qui s'emporte partout, qui atterrit partout, qui est très pratique, c'est le Gripen, de la fameuse entreprise Saab. Voilà. Bon, les Suédois, ils ont ça, puis je peux vous dire, ça s'exporte très très bien, le Gripen. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, voilà. Tout type d'armement compris, donc léger et lourd. Dans les 25 premiers exportateurs mondiaux d'armes, vous avez 10 pays européens, y compris la Belgique, qui est numéro 2 mondial des munitions. Pas des obus, des munitions. Vous voyez ? Bon, voilà, c'est ça l'Europe. Parce que ça vient de très très loin. La guerre a fait l'État, l'État a fait la guerre. Donc vous imaginez, avoir une industrie nationale d'armement, si vous voulez, c'est une très longue, c'est une histoire de longue durée. Ça remonte ça va de pair avec la
la formation de ce qu'en histoire on appelle les États territoriaux, donc les États monarchiques. Vous voyez, ça date de la fin du Moyen-Âge. Donc c'est pas demain la veille, si vous voulez, qu'on va... Enfin, c'est normal qu'on puisse pas, comme ça, sur un claquement de doigts... L'aviation civile, on a pu le faire, parce que justement, c'était un truc beaucoup plus récent, il y avait quelques motoristes qui ont compris quel était leur intérêt, enfin voilà. Et d'ailleurs, comme vous le savez, il y a une branche militaire chez Airbus, hein, qui avant s'appelait EADS. C'est seulement depuis 2012 que les Européens construisent un avion ravitailleur. L'avion qui permet aux avions de chasse d'avoir un rayon, une autonomie de vol beaucoup plus étendue. Parce que par définition, un avion de chasse, pour qu'il aille très vite, il est petit, donc il a un petit réservoir, il est léger. Et jusqu'en 2012, tout le monde en a pris conscience au moment de l'intervention britannico-franco-émirati en Libye, en 2011, où les avions ravitailleurs étaient des avions de l'OTAN, c'est-à-dire des avions américains. Et donc c'est seulement depuis 2012 que les Européens ont développé un modèle d'avion ravitailleur en vol, voilà, dans le cadre d'Airbus, de la branche militaire. Mais le conflit ukrainien et la politique ukrainienne de l'UE depuis 2022 a donné, alors j'ose pas dire un coup d'accélérateur, parce que ça reste très très lent, très peu fluide, mais disons, a permis de faire avancer la politique européenne de défense. Alors c'est notamment, voilà, un jour Thierry Breton, quand il était commissaire européen, a dit, avec son collègue à l'époque, c'était Joseph Borrell, ils ont dit, voilà, on s'engage à fournir 1 million d'obus aux Ukrainiens d'ici le 31 décembre, c'était à l'époque 2022. Bon, je veux dire, le million d'obus, il a fallu 2 ans pour y arriver, quoi. Parce que, parce qu'il n'y avait pas assez de chaînes de production. Enfin, bon, voilà, parce que les Européens, depuis la fin de la guerre froide, avaient pris l'habitude de faire comme avec les voitures, quoi, du flux tendu. Il n'y avait pas besoin d'avoir des stocks. Pas besoin, voilà. Finalement, on ne fait plus la guerre. Il n'y a que 2-3 pays, dont la France et le Royaume-Uni, qui ont des OPEX, des opérations militaires extérieures. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir des quantités de chars, des quantités d'obus, des quantités d'avions. Il faut juste qu'il faut pour aller sur Bamako. En 2014, quand le président de la République française se lève un matin, prend son téléphone, appelle son chef d'état-major particulier, qui appelle le chef d'état-major de l'armée française, qui appelle le chef d'état-major de l'aviation pour lui dire « Allez hop, on va sur Bamako !» Puis on a 5000 soldats qu'on envoie dans le cadre de l'opération, je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque. Serval, si je dis pas de Serval, bêtises. voilà, bon. Donc si vous voulez, l'idée, voilà, c'est des calculs qui ont été faits. Puis un jour, Obama a dit, quand même, vous pourriez faire un effort un peu plus important. C'est quand même votre territoire qu'on veut défendre avec l'OTAN. Bon, et puis Trump est arrivé en 2016, et lui, il a dit, si vous ne faites pas un effort plus important, quick, je coupe. Ce qu'il n'a pas fait. Hein, c'est sous Trump que les États-Unis d'Amérique ont envoyé 50 000 soldats supplémentaires dans le cadre de l'OTAN en Europe. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis Trump, c'est assez compliqué à suivre. Et alors, je rebondis dessus pour finir rapidement sur l'heure impartie, en vous rappelant qu'on a une petite demi-heure, on va faire passer le micro pour que vous puissiez poser des questions juste après. C'est une toute dernière question sur... vous y avez déjà un peu répondu dans vos propos juste avant. C'est comment vous décririez la posture européenne face aux différents scénarios de sortie de crise dont on entend un peu plus parler. Alors, vous aviez dit qu'il y avait une posture de jamais sans l'Ukraine qui prédomine jusqu'à présent. Est-ce qu'on observe une tendance à vouloir apaiser le conflit à tout prix? J'avais écrit cette question avant qu'il y ait eu la question des terres rares il y a quelques jours, donc ça me coupe un peu l'herbe sur le pied, mais notamment par peur... comme on l'a évoqué, du retrait américain, ou au contraire, voilà, une volonté d'aider l'Ukraine jusqu'au bout dans un conflit qui, on l'a rappelé tout à l'heure, est dépeint parfois comme, c'est peut-être un grand mot, mais je crois qu'il a été utilisé comme un conflit existentiel. En réalité, je crois que là, on est dans des pays démocratiques, avec... les démocraties sont imparfaites, mais on est dans des pays démocratiques. Donc ça dépend beaucoup de la demande sociale, en réalité, ou de la demande citoyenne, si vous voulez. C'est-à-dire, vous voyez bien les discussions qu'on a actuellement en France sur le budget. Bon, alors en France,
France, ça prend un tour un peu particulier, puisque la France est vraiment le pays qui explose tous les compteurs du déficit public et de l'endettement public. Mais voilà, c'est-à-dire, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et on a bien vu, pendant les 18 mois où les conséquences de la politique européenne d'aide à l'Ukraine et de sanctions de la Russie ont provoqué une inflation très importante dans le domaine de l'énergie et de l'alimentation. On a bien vu que, en même temps, les Européens, les opinions publiques européennes, continuaient à soutenir le soutien à l'Ukraine, tout en demandant aux différents gouvernements, au pluriel, d'amortir les effets pervers, à savoir l'inflation. Bon, voilà, enfin, vous voyez, il y a des choix à faire. Il y a des choix de politique publique à faire qui, me semble-t-il, in fine, sont quand même plutôt corrélés à la demande sociale et citoyenne. Voilà, c'est-à-dire, en gros, je sais pas, enfin, je vais le dire d'une image journalistique. S'il y a une majorité d'Européens qui sont prêts à passer des hivers à 15 degrés chez eux, d'accord ? Ça va dégager des moyens supplémentaires pour envoyer des blindés légers, des chars et des avions à l'Ukraine. Enfin, vous voyez, ce que je dis là, encore une fois, c'est une image, hein, c'est pas... Voilà. Mais il faut faire des choix de politique publique. C'est-à-dire, les Européens, ils sont confrontés à leurs limites, des limites capacitaires. Enfin, là, voilà. On pourrait dire, voilà, c'est bien de produire des voitures, mais économie de guerre, on décide qu'on fait basculer X% de l'appareil de production industrielle des Européens dans la production d'armement. Et les gouvernements réquisitionnent les usines Renault, Fiat, Stellantis, vous voyez, voilà. Parce qu'on considère qu'il faut absolument envoyer... Bon, ça, c'est des choix. Pour l'instant, les gouvernements ne font pas des choix radicaux de ce type-là. Les gouvernements européens, tout en augmentant leurs dépenses militaires, essayent on pourrait le dire avec la formule suivante, essayent de faire en sorte que la vie des citoyens européens change le moins possible. Il me semble qu'on peut le dire comme ça. C'est à la fois, c'est très général, mais il me semble que ça décrit assez bien la situation. Vous voyez, rappelez-vous, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était hyper parlant en Pologne. En Pologne, vous aviez en même temps, là on était à l'hiver 2023-2024, on avait en même temps le gouvernement polonais, d'ailleurs les deux gouvernements polonais, le gouvernement de droite radicale, puis le gouvernement démocrate chrétien, donc même politique, soutient, mais vraiment résolu, des Ukrainiens, en accueillant jusqu'à 4 millions de réfugiés. Aujourd'hui, il y en a toujours 2,5 millions. Mobilisation de la société civile, quelle que soit l'orientation politique des Polonais. D'accord ? Effort absolument remarquable de l'État polonais et de la société polonaise, où maintenant, en Pologne, on en est à... Le budget de la défense représente plus de 4% du PIB, d'accord ? Alors que la norme OTAN, c'est 2%. Voilà. Bon. Et en même temps, vous vous rappelez, en même temps, vous aviez un mouvement social des routiers polonais et des agriculteurs polonais qui bloquaient la frontière avec l'Ukraine, la frontière polono-ukrainienne, pour s'opposer au franchissement de cette frontière par le grain ukrainien. Voilà. Et c'était les mêmes qui étaient à fond pour soutenir, mais qui disaient on soutient nos frères ukrainiens, on va cogner autant qu'on peut le faire sur les Russes, mais attendez, pas au détriment des exploitations agricoles
polonaise. Voilà. Je trouve que c'est un bon... Enfin, voilà, c'était un cas assez comment dire, assez localisé, entre guillemets, mais qui me paraît assez représentatif. Alors, ça, dans la manière de voir, ou en tout cas dans le discours politique des dirigeants ukrainiens, ça donne les Européens, vous nous aidez juste ce qu'il faut pour qu'on résiste et qu'on ne perde pas la guerre, mais vous ne nous aidez pas, disent-ils, d'une manière qui nous permette de la gagner. Bah, voilà, enfin, vous voyez, moi, j'ai pas de... Je veux dire, mais donc... c'est le discours... Enfin, non, mais je veux dire... voilà, la réalité, c'est qu'il y a un gros effort qui est fait par les Européens. Encore une fois, il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget de l'État ukrainien, le budget au jour le jour, il est financé par les Européens. Il est financé par les Européens. C'est-à-dire, donc voilà, le budget de l'État ukrainien, donc le fonctionnement des hôpitaux, le paiement des fonctionnaires, le salaire des profs. Donc le budget ukrainien, il est alimenté par des financements de l'UE. Enfin, quand je dis de l'UE, c'était les Européens. Voilà. Et par ailleurs, ça ne vous a pas échappé, l'armée russe, l'État russe, dans sa grande magnanimité, pilonne toutes les semaines ce qu'on appelle les infrastructures critiques, c'est-à-dire les réseaux d'adduction d'énergie, d'eau potable, puis tant qu'à faire les hôpitaux et les écoles, y compris jusqu'à Lviv, donc la métropole de l'Ouest ukrainien, à la fois pour démoraliser les Ukrainiens, enfin c'est le coup classique de casser le moral de l'arrière, d'accord ? Mais aussi en Ukraine, là en ce moment il fait moins 10, hein, donc quand vous n'avez plus de chauffage, voilà, bon, et les Ukrainiens reconstruisent au jour le jour, hein, dès qu'il y a des missiles qui tombent et qui interrompent l'acheminement du gaz ou de l'eau potable, et ou des lignes électriques, les Ukrainiens reconstruisent tout ça au fur et à mesure. Il y a un côté Shadok, hein, les Russes détruisent, les Ukrainiens reconstruisent, c'est financé par les Européens. Donc voilà, il y a un effort qui est très très substantiel de la part des Européens. Mais, alors il est ce qu'il est, il pourrait être plus important, mais pour qu'il soit plus important, il faudrait du coup renoncer à d'autres choses. Enfin, je veux dire, voilà, l'argent ne pousse pas dans les arbres, et l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est-à-dire l'Europe peut pas se permettre d'avoir, l'Europe n'a pas le dollar, donc ils peuvent pas se permettre d'avoir, comme les États-Unis aujourd'hui, un déficit public à 8%, les États-Unis s'en moquent, puisque leur déficit public et le déficit de leur balance des paiements est financé par le fait que 75% des réserves de change dans le monde, c'est du dollar. Donc tous les pays du monde achètent des bons du Trésor américain. Donc les Américains, depuis Nixon, laissent filer leur déficit. Les Européens ne sont pas dans cette situation-là. Les Européens sont confrontés à leurs limites. Et voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous interromps là, comme ça je peux passer le micro dans